Bonjour, Bonjour. Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, merci de nous recevoir aujourd'hui. Moi je suis venu vous voir pour que vous m'aidiez à expliquer aux gens pourquoi la protection des données personnelles ou la protection de la vie privée c'est important. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi c'est si vital que ça? Pourquoi c'est vital? Parce qu'on a envie de garder une vie privée, même dans l'univers numérique, et que la protection des données personnelles, c'est la possibilité de choisir si on a une vie privée, avec l'utilisation de ces données personnelles pour cette vie privée, et éventuellement une exposition publique, parce que ça sert aussi à ça, les données personnelles. Donc en fait, c'est simplement de donner à l'individu le choix de s'exposer jusqu'où, comme il le souhaite. Donc c'était Daniel Kaplan qui avait dit la vie privée, ça permet de mener une vie publique, au sens où quand on est au contrôle, quand c'est nous qui contrôlons nos données personnelles, là on peut mener une vie. Alors que si on n'a pas le contrôle de ces données personnelles, c'est un petit peu ça l'idée, c'est qui contrôle les données en fait. L'idée, c'est de dire que les données personnelles, ça sert à la fois à avoir une vie privée et une vie publique. Et que l'individu doit être libre et conscient de protéger ses données, à la fois pour sa vie privée, mais aussi pour sa vie publique. Et qu'il doit en avoir la maîtrise. Et que ça ne doit pas être une sorte de, finalement, de boîte noire où il ne sait pas très bien comment ces données personnelles sont utilisées. Alors, dans l'article 1er de la loi informatique et liberté, il est écrit que l'informatique doit être au service des citoyens. Or, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des décisions qui sont prises par des ordinateurs à partir d'algorithmes qui se basent sur justement l'exploitation de données personnelles. De plus en plus, les décisions ne sont plus prises par des êtres humains, mais prises par des ordinateurs. Donc, comment on peut réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou... Je crois qu'effectivement, on entre dans un univers complètement différent qui est caractérisé par une abondance extrême de données, avec de plus en plus d'outils qui traitent ces données. Et comment est-ce qu'on fait pour les traiter? On fait entrer ces données dans des programmes qui sont construits selon des algorithmes, qui sont des conventions, qui peuvent échapper effectivement à l'individu. Et donc, il y a des décisions de plus en plus, qui sont des décisions de nature commerciale, mais ça peut être aussi des décisions de nature juridictionnelle, ça peut être des décisions relatives à la santé des gens, qui sont prises en fonction de ces programmes. Et donc, effectivement, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on est dans cet univers. Il faut simplement en être conscient et se dire, on laisse les programmes m'aider, m'assister pour une prise de décision, mais en revanche, il y a certaines décisions que je prends seule, ou bien que je ne laisse pas, c'est-à-dire je donne au programme la place qui est la sienne, mais pas plus. Une autre chose, j'aimerais bien pouvoir discuter avec vous, c'est que en 1978, quand la France a adopté la loi informatique et liberté, qui était une des premières lois de ce type au monde, il s'agissait de protéger les données personnelles et la vie privée des citoyens par rapport à l'interconnexion des fichiers entre l'administration, les entreprises privées, etc. En Europe, on a eu la directive de 95. Et là, ça change tout, parce que la directive de 95, ça porte sur la libre circulation des données. C'est encadrer le fait que les données personnelles vont pouvoir être soit interconnectées, soit franchir les frontières. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette différence-là qu'il y a eu entre les deux lois? Je crois que ce n'est pas vraiment une différence, parce qu'en réalité, la directive de 95, elle est très fortement marquée par l'inspiration commune avec la loi de 78, qui est une inspiration très humaniste. Donc la directive de 95, bien sûr, elle essaye de permettre, d'encadrer la circulation des données, mais à partir d'un corpus intellectuel et juridique commun, qui est que les données personnelles, ça n'est pas simplement des marchandises comme les autres. Ce sont des éléments de la personne, et donc il y a une protection qui s'attache à ces données, qui n'est pas simplement la protection du consommateur. Donc je crois que ce soit la loi de 78 en France, que ce soit la directive de 95, on retrouve cette assise humaniste extrêmement forte. Et une des difficultés actuelles, alors que justement on est en train de revoir ce cadre juridique de 1995, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut passer dans l'autre univers, qui est l'univers numérique, tout en gardant cette fidélité à cette tradition humaniste. C'est ça la difficulté actuelle. C'est justement de réinventer cet héritage humaniste dans un univers qui n'a plus rien à voir avec celui des années 80, qui est désormais un univers de traces, de données, là où l'univers de 1980-90, c'était un univers beaucoup plus simple, beaucoup plus statique, avec, vous l'avez dit, des grands fichiers publics, mais dans le fond, peu de fichiers privés.
Et alors, est-ce que vous pouvez parler justement de ce qui est en train de se passer en ce moment à Bruxelles, cette révision de la directive? Alors, ce qui est en train de se passer à Bruxelles, c'est donc une remise à plat complète du cadre juridique européen sur la protection des données personnelles. Donc, l'idée, c'est de moderniser ce cadre pour faire en sorte qu'il soit plus homogène, il soit plus uniforme selon les différents pays concernés, puisque la directive de 1995, il a fallu la transposer en des lois nationales qui finalement ont été assez différentes les unes des autres. Donc l'idée déjà, c'est de créer un marché européen de la donnée permettant à la protection des données personnelles d'être plus uniforme sur toute l'Europe. Et ça, je crois que c'est tout à fait positif. Mais dans le même temps, il faut essayer de réinventer les garanties et les droits au bénéfice du citoyen dans cet univers numérique nouveau. Donc il y a également toute une réflexion sur, d'une part, la responsabilisation des entreprises, comment est-ce que celles-ci peuvent aider finalement au respect de ces droits. Et puis il y a de nouveaux droits stricto sensu qu'on reconnaît aux individus. Alors on a beaucoup parlé du droit à l'oubli. Que vous avez qualifié d'opération marketing. Enfin, c'est un bon slogan marketing. J'ai dit que c'était un bon slogan et je continue à le croire. C'est-à-dire, je crois que ça a été un bon slogan politique pour entraîner finalement la réflexion générale sur cette question, parce que ça n'existait pas du tout. Mais quant à bâtir juridiquement et opérationnellement une réponse, c'est quelque chose d'un peu différent. Donc nous, on y travaille beaucoup et on a notamment proposé à la Commission de travailler sur le déréférencement. Parce que nous pensons, si vous voulez, que le droit à l'oubli numérique, c'est quelque chose, dans le fond, qui ne peut pas vraiment exister au sens strict. C'est-à-dire que l'information, une fois qu'elle est mise en ligne, vous le savez bien, elle est en permanence reproduite. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer que cette information soit moins visible. Et pour qu'elle soit moins visible, une des idées, c'est de travailler sur le déréférencement de l'information passé une certaine période. Et pour ça, ça nécessite une innovation considérable, c'est de faire entrer les moteurs de recherche dans le champ du cadre juridique européen. Or, jusqu'à présent, ils n'y sont pas. Donc, vous imaginez que sur le plan, je dirais, des intérêts concurrentiels et économiques de ces gens-là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, un sujet important pour nous. Il y a un deuxième sujet qui est très important et finalement, qui est assez peu abordé, c'est le droit à la portabilité. Et ça, je crois que le droit à la portabilité, il faut en parler plus. Concrètement? Concrètement, ça veut dire que vous êtes sur une plateforme, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Google, etc. Vous développez une vie numérique. Et puis, vous avez envie de changer. Vous avez envie de la développer ailleurs. Et en fait, le droit à la portabilité, c'est comme la portabilité de votre numéro de téléphone. C'est que vous pouvez emporter votre vie numérique avec vous et la développer dans un autre univers. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui non seulement est bon pour les individus, mais ça peut aussi être un élément de concurrence, puisque finalement, vous êtes moins prisonnier de votre fournisseur, enfin de la plateforme, et vous pouvez aller voir ailleurs. Alors, vous avez employé l'expression tout à l'heure, marché européen de données. Il y a quelques mois, vous aviez fait un texte où vous expliquez que les données personnelles, c'est le pétrole du numérique. Vous avez même parlé de nouvel Eldorado. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ce marché qui n'est pas uniquement européen, pour le coup, de données? Je crois effectivement que avec la dématérialisation croissante des entreprises, des industries, des services, en fait, le dénominateur commun de tout ça, c'est la donnée. C'est-à-dire que la donnée est au cœur des modèles économiques des grands géants de l'Internet, mais elle est au cœur de plein d'autres choses. Elle est au cœur, finalement, de la personnalisation croissante du commerce électronique, elle est au cœur de l'innovation des automobiles, des compteurs intelligents, etc. Donc, dans le fond, toutes ces industries se retrouvent autour du fait qu'elles ont besoin de données, elles échangent de la donnée, elles travaillent de la donnée. Donc effectivement, on se rend bien compte que la place de la donnée, et de la donnée personnelle en particulier, elle est vraiment très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 20 ans. Donc nous, en tant que régulateurs, on doit prendre en compte finalement ce nouvel univers, les nouveaux besoins qui s'attachent dans le fond à la donnée personnelle. Et comme on disait que la donnée personnelle sert aussi à avoir une vie publique, je crois que nous, en tant que régulateurs, on doit intégrer le fait que la donnée personnelle, elle sert de plus en plus à des modèles économiques, elle sert à de la personnalisation, elle sert à de l'innovation, elle sert à de la lutte contre la fraude, et donc on doit s'adapter aussi à ça, voyez. Il y a plein de gens qui, notamment dans les médias traditionnels ou papier, qui fustigent la gratuité sur Internet, mais en même temps, la gratuité, c'est aussi ce qui permet de bénéficier de plein de services gratuits. Et il y a des gens qui disent que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit.
Et quand on utilise Google, Facebook, on devient le produit que Google et Facebook vont vendre à des annonceurs. Bien sûr, mais je dirais ça c'est une évidence. C'est qu'effectivement, on échange quelque part du service gratuit contre de la mise à disposition de données personnelles. Donc c'est un troc, c'est un arbitrage. Et ce que nous disons en tant que régulateurs, on n'a pas à juger si c'est bien ou si c'est mal. Vous voyez, ce n'est pas le métier du régulateur de faire ça. En revanche, le régulateur, il peut dire il faut que l'individu qui procède quelque part à ce troc en soit conscient et qu'il puisse dire dans certains cas c'est oui, c'est non. Or aujourd'hui, il y a quand même une forme d'opacité entretenue par les acteurs économiques, bien sûr, par rapport à ce troc, par rapport à cet échange. Et l'objectif des régulateurs de protection des données, c'est de lever le voile. C'est de dire, on ne peut pas garder une boîte noire, vous devez faire des choix qui soient des choix informés, et si vous consentez à l'utilisation de vos données personnelles, vous consentez clairement pour tel type d'application, et peut-être pas pour tel autre. Vous voyez, parce que les gens vont probablement aussi faire des arbitrages différents selon qu'il s'agit de leurs données de santé, de leurs données professionnelles. Vous voyez, on n'a pas tous le même rapport à la donnée, quelle que soit la donnée. C'est pas vrai, ça. C'est-à-dire qu'il va falloir devenir un trader de ses propres données? Alors, je crois qu'il faut effectivement intégrer le fait qu'on a quelque chose qui a beaucoup de valeur entre les mains et que il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Le trader, j'aime pas trop cette expression trader parce que là, vous commercialisez quelque part le rapport. Ouais. Or, dans certains cas, il n'est pas nécessairement commercialisable, vous voyez. Oui. Enfin, quand je disais trader, c'est oui, vous avez raison, c'est pas tant pour commercialiser, mais le fait de gérer ces données personnelles, d'apprendre à les gérer, mais comme on gère un portefeuille, comme on gère un compte bancaire, comme on gère ses emprunts. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens doivent gérer des identités numériques qui sont multiples. Et ça passe par des profils et une utilisation de données personnelles. Donc je crois que oui, ça fait partie de la maturité des uns et des autres par rapport à leur vie en ligne. Alors, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, en ce moment, ça c'est Viviane Reding qui le dit et pas seulement, il y a une opération de lobbying dont Viviane Reding, commissaire européen, n'avait jamais vu une telle opération de lobbying, en ce moment de la part à la fois des autorités américaines et de grosses boîtes américaines et européennes qui essayent de limiter les effets de cette révision de la directive européenne. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle campagne de lobbying? Mais parce que les intérêts économiques sont majeurs. On est en train de constituer les conditions dans lesquelles les acteurs internationaux, et américains en particulier, pourront opérer en Europe. Donc, je dirais, l'ouverture plus ou moins grande du marché européen par rapport à ces entreprises est en train d'être discutée. Donc, je dirais que moi, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise qu'ils fassent ce lobbying extrêmement important, qu'il y ait un rapprochement des intérêts publics et privés par rapport à cette négociation. Ils jouent très gros par rapport à l'Europe. Mais nous aussi. Et donc, c'est normal qu'on résiste. Nous aussi, on joue très gros, puisqu'il s'agit de définir une identité du marché européen qui, à la fois, permette la modernisation de ce cadre juridique, la circulation des données, tout en disant nous ne traiterons pas les données comme si c'était simplement du mass market, c'est-à-dire un produit de consommation comme un autre. C'est pas vrai. Dans les données personnelles, on parle des citoyens. On ne parle pas simplement de consommateurs, on parle des citoyens. Ces citoyens sont demandeurs de garanties et nous souhaitons que le marché européen, l'espace entre guillemets européen, puisse apporter ces garanties de protection. Donc, si vous voulez, je crois que le lobbying n'est pas surprenant. Simplement, face à ce lobbying, il faut que nous puissions avoir une parole construite et raisonnable en tant qu'Européens par rapport à ces acteurs internationaux. C'est un des responsables, un officiel américain qui a menacé d'une trade war, d'une guerre commerciale contre l'Europe si le règlement est adopté en l'état. Oui, enfin, la stratégie d'intimidation a toujours fonctionné sur tous les sujets. Donc je crois qu'il faut raison garder et se dire qu'est-ce que nous, en Europe, nous voulons. Le marché européen, c'est le marché de consommation le plus sophistiqué de la planète. C'est un marché de plus de 300 millions de consommateurs, donc il a beaucoup de poids, il a beaucoup d'intérêt pour les grandes entreprises internationales. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont pas de loi type
informatique et liberté pour protéger la vie privée. Là-bas, c'est la Federal Trade Commission, donc la commission du commerce américain, qui régule les pratiques du business. Là-bas, les données personnelles, c'est quelque chose de l'ordre du business. Alors que vous, ce que vous expliquez, c'est que c'est des citoyens et c'est une vision humaniste. Bien sûr. C'est deux conceptions radicalement différentes. Alors, c'est deux conceptions radicalement différentes et c'est, je dirais, des méthodes de régulation différentes. C'est-à-dire que, effectivement, pour les Américains, la protection des données personnelles, c'est un enjeu de consommation, c'est un enjeu de business. Et par ailleurs, il n'y a pas de loi uniforme qui s'applique de façon transversale à toutes les activités. Mais ce sont pour la plupart des lois sectorielles. Nous disons, la protection des données personnelles, bien sûr, c'est un enjeu business, c'est un problème de consommation, mais ça n'est pas que ça. Derrière le consommateur, il y a un citoyen, il peut y avoir des données médicales, des données qui relèvent de la vie privée que l'on ne souhaite pas monnayer. Et par ailleurs, nous avons une approche qui est une approche horizontale, commune à l'ensemble des secteurs, quel que soit le secteur concerné. Donc si vous voulez, c'est très différent en réalité comme mode d'approche. On va voir comment ces deux systèmes peuvent s'articuler. Concrètement, pour que les gens puissent comprendre, si la directive européenne n'est pas adoptée, qu'est-ce que pourraient faire les entreprises américaines ou autres et qu'elles ne pourront plus faire si la directive européenne est adoptée? Alors si le règlement européen est adopté, les entreprises internationales seront face à des dispositions communes immédiatement applicables pour toute l'Europe. Et notamment, il y a une disposition qui s'appliquera immédiatement à elles, c'est que si leur traitement n'est pas conforme à ce système européen, le cadre juridique européen s'appliquera dès lors qu'un résident européen est concerné. Et ça, c'est une disposition extrêmement importante du nouveau cadre juridique, c'est que ce cadre juridique s'applique à tous les acteurs internationaux, qu'ils soient ou non localisés en Europe, qu'ils aient ou non un établissement en Europe, dès lors qu'un résident européen est concerné. Et ça, c'est une capacité d'action extrêmement forte pour l'Europe. Donc ça veut dire que si Google, Facebook, etc. ne respectent pas le règlement européen, ils ne peuvent pas faire de business en Europe. Disons qu'ils s'exposent à des sanctions et ils ne pourront pas invoquer ce qu'ils font aujourd'hui dans un certain nombre de cas, c'est le droit européen ne m'est pas applicable parce que je n'ai pas d'établissement en Europe ou ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas non plus, moi je ne voudrais pas ostraciser, vous voyez, Facebook, Google, etc. Oui, c'est important. C'est très important de le dire parce que je crois qu'en plus on s'affaiblit vis-à-vis de ces acteurs en donnant l'impression qu'il y a une guerre contre les géants de l'Internet en particulier. L'idée, c'est qu'on ait un système uniforme en Europe, qu'il s'applique à tout type d'acteurs internationaux, qu'ils soient localisés aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, parce qu'on n'a pas parlé de l'Asie. Mais l'Asie fait partie des nouveaux continents, des nouveaux acteurs qui montent de façon extrêmement active. Donc en réalité, nous voulons en Europe un espace juridique uniforme vis-à-vis de l'ensemble du reste du monde. États-Unis, Asie compris. Alors, quelque chose également qui est important, c'est qu'aux États-Unis, comme ils n'ont pas de loi type informatique et liberté, les grosses entreprises, commencées par Google, dont le slogan c'est Don't be evil, ont très vite compris que si elles attentaient trop à la vie privée de leurs utilisateurs, ces utilisateurs n'allaient plus être leurs clients. Et donc ils ont développé des pratiques d'autorégulation interne pour justement montrer patte blanche et montrer à quel point ils respectent la confidentialité de leurs utilisateurs. En quelle mesure la directive européenne va leur permettre de faire mieux ou moins bien le fait de protéger leurs utilisateurs? Alors vous avez tout à fait raison, il y a une sorte de concurrence nouvelle qui se met en place sur le terrain des données personnelles. C'est-à-dire que les données personnelles deviennent une sorte d'espace de différenciation concurrentielle, c'est-à-dire venez chez moi parce que moi je protège mieux vos données personnelles que l'autre. Et donc les acteurs de l'Internet, je dirais, se concurrencent aussi sur ce terrain-là. Alors le règlement, il est très intéressant parce que justement, il entre exactement dans cette logique à travers un terme nouveau qui fait son entrée, qui est l'accountability. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aux entreprises, vous êtes désormais, vous aussi, co-responsable de la protection des données personnelles. Ce n'est pas simplement une sorte d'arsenal un peu théorique qui est sanctionné a posteriori par le régulateur, c'est finalement une chaîne de responsabilité sur laquelle vous devez faire quelque chose
en termes de formation de vos personnels, en termes d'audit interne, en termes d'avoir quelqu'un qui est en charge de ça, un responsable informatique et liberté, DPO, etc. Donc ça, je crois que c'est très positif parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça fait entrer la protection des données personnelles dans le fonctionnement quotidien du business des entreprises. Ce qu'on appelle également le privacy by design. Alors, le privacy by design, c'est ça dans le domaine du développement de produits. Mais dans le fond, c'est la même idée. C'est l'idée de mettre la protection de la vie privée au cœur du modèle économique. Voilà, et que ce n'est pas simplement une formalité administrative ou quelque chose, une contrainte extérieure, c'est quelque chose qui peut nourrir le business, l'activité quotidienne des entreprises et des acteurs. Et ça, je crois que c'est un énorme progrès, vous voyez, parce que finalement, on met la protection des données personnelles le plus en amont par rapport au développement de services ou de produits. En même temps, les acteurs, le lobby américain ou des entreprises américaines et des grosses entreprises de banques et d'assurance européennes, parce que ce n'est pas seulement les Américains, c'est beaucoup de banques et d'assurance Europe qui traitent énormément de données personnelles, ils disent que ça va brider l'innovation, ça va brider le commerce, que c'est des formalités administratives. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là? Écoutez, moi je prends ces arguments avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention, parce que je crois effectivement, et c'est ce que je vous disais au début, c'est qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui comme il y a 20 ans. On ne peut pas raisonner aujourd'hui comme si les données personnelles étaient, je dirais, un facteur de plus pour l'activité économique. C'est dans certains cas un facteur absolument central. Donc nous devons, en tant que régulateurs, définir une ligne de crête qui est assez délicate entre l'encadrement, la protection, le respect des libertés, et en même temps de ne pas brider l'innovation. Personne n'est pour brider l'innovation. Je crois que ce ne serait pas sain de se positionner comme ça. Donc, on a dans l'idée de construire plutôt une innovation durable. C'est-à-dire qu'on dit aux acteurs économiques, quel que soit leur métier, si vous apportez des garanties en termes de protection des données personnelles, votre innovation sera meilleure. Prenez la voiture de demain, la voiture intelligente. Dans le fond, la voiture intelligente, c'est une voiture connectée. Si on avait peur que la voiture, tout d'un coup, soit une sorte de mouchard ambulant, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle sait où vous êtes, elle est capable de prendre des choses dans votre carnet d'adresses parce que vous avez mis votre téléphone portable dans la voiture, enfin bon, elle très vite, l'assurance quand vous dépassez les 50 voilà, km/h. Très vite, vous allez avoir un rapport à la voiture qui n'est pas positif. Donc, on est en train, par exemple, de dialoguer avec ces industriels en leur disant, vous aussi, vous devez réfléchir à des garanties en termes de protection des données personnelles. Mais c'est vrai aussi pour le compteur intelligent, c'est vrai pour plein de secteurs d'innovation. Donc, encore une fois, je crois que là, la régulation de protection des données personnelles, elle peut accompagner l'innovation et la rendre au contraire plus robuste. Alors, dernier point, on se focalise énormément sur le côté commercial de la directive, mais en fait, il y a deux textes qui sont négociés. Il y en a un, c'est sur la libre circulation des données personnelles au sein de l'espace européen et extra-européen. Il y en a un autre, c'est sur l'autre libre circulation, mais là, par rapport aux services de police et de justice. Est-ce qu'il faut en avoir peur ou à quoi ça sert exactement? Parce que là, réguler la libre circulation des casiers judiciaires entre forces de l'ordre de différents pays, c'est également assez flippant quand même. Alors nous, on est beaucoup plus gênés sur ce deuxième texte, qui est une directive et pas un règlement, donc... Je dirais qu'il laisse aux États plus de flexibilité que le règlement. Le règlement s'applique tout de suite à tout le monde. La directive, on doit la transposer dans le droit national. Alors, jusqu'à présent, on n'est pas trop monté au créneau parce que c'est une directive d'harmonisation minimum. Donc, on peut faire plus. Mais il reste que cette directive présente quand même toute une série de difficultés, dont la première est de savoir comment elle va s'articuler avec le règlement. Parce qu'il y a des secteurs, si vous voulez, qui sont à cheval entre les deux. Vous voyez, l'activité, moi je ne sais pas, des douanes, des services de lutte contre la fraude, est-ce qu'on est dans le cadre administratif ou est-ce qu'on est dans un cadre qui est vraiment répressif? Et là, on relève d'un texte ou de l'autre. Le fait que de plus en plus les services de police et de justice demandent à Google ou à Facebook d'accéder aux données. Bien sûr. Donc, nous avons dit, le côté positif de la directive, c'est qu'enfin, il y a un texte, or jusqu'à présent, il n'y en avait pas, un texte qui affirme clairement que la protection des données personnelles est essentielle aussi pour ces matières-là. Donc ça, c'est bien.
mais à condition qu'on ne soit pas face à de la dentelle absolument ingérable entre ce qui relève de la directive, ce qui relève du règlement, avec éventuellement pour la directive des protections moindres que le règlement, ce qui serait quand même un summum, compte tenu du fait qu'on est dans un domaine encore plus sensible. Donc sur ce deuxième texte, très franchement, la réflexion et le travail a débuté un peu en retard. Donc nous, par exemple, à la CNIL, on a investi d'abord le règlement, on est en train vraiment de travailler maintenant sur la directive, mais il faut être, vous avez raison, extrêmement vigilant sur ce deuxième texte aussi. Donc si je comprends bien, et pour résumer, on entend de plus en plus parler de cette opération de lobbying massive des États-Unis pour limiter la casse en matière de protection des données personnelles pour ce qui est du business. Par contre, on ne sait pas, on ne mesure encore pas du tout ce qui va se passer en matière de libre circulation de données personnelles entre police et justice de différents pays, parce que là, personne n'a réellement encore pris la mesure de ce texte-là, mais que c'est potentiellement encore plus dangereux. Je crois que c'est un autre sujet et que, effectivement, pour le moment, ce deuxième sujet n'a pas été complètement encore investigué. C'est assez flippant. Je vais essayer de m'y intéresser. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous.